Si vous étiez prisonnier d'un conte de Noël qui aurait des conséquences mortelles, que feriez-vous? Après des années passées à livrer des cadeaux à des enfants ingrats dans le monde entier, le Père Noël est sur le point d'arrêter. Mais quand il est forcé de se battre avec une escouade de mercenaires lourdement armés, il finit par retrouver la magie de Noël. Vous feriez mieux d'espérer être sur la liste des gentils parce que cette année, le Père Noël distribue plus que des morceaux de charbon. Et je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les tueurs de la veille de Noël dans Violent Night. Cette famille sans méfiance est sur le point de passer les fêtes de Noël les plus dingues de sa vie. C'est la veille de Noël dans un pub de Bristol en Angleterre, et le bon vieux Saint-Nicolas est posé au bar, noyant son chagrin dans un verre de gaieté après l'autre. Il devrait être en train de distribuer des cadeaux, mais quelque chose ne va pas. De nos jours, les enfants ne l'apprécient plus autant qu'avant. Ils se demandent alors pourquoi il se donne tant de mal chaque année. Il semble que le Père Noël ait perdu l'esprit de Noël, et qu'il envisage de raccrocher ses bottes une fois pour toutes. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, dans la riche ville de Greenwich dans le Connecticut, Jason monte dans la voiture avec sa femme Linda dont il est séparé et leur petite fille Trudy. Ils partent passer la nuit dans la propriété privée de sa richissime mère Gertrude, où les attend une surprise de Noël telle qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Quand ils arrivent à la demeure, ils découvrent que l'endroit est déjà occupé par la sécurité privée et les employés d'une société de restauration engagés pour servir leur repas de la soirée. Alva, la sœur alcoolique et grossière de Jason, est là aussi avec son petit ami Morgan, un aspirant au statut de héros, et son fils obsédé par les réseaux sociaux Bert. Alva pense que c'est peut-être le dernier Noël de leur mère et prévoit ouvertement de faire preuve de flatterie pour hériter de la fortune familiale. Jason, quant à lui, fait semblant de s'en moquer, mais il prépare secrètement son propre plan. Et il n'est pas le seul. Après le dîner, Trudy mentionne qu'elle n'a pas eu l'occasion de dire au Père Noël ce qu'elle voulait cette année. Réfléchissant rapidement, Jason lui donne un vieux talkie-walkie qu'elle pourrait utiliser pour lui parler, bien qu'il soit peut-être trop occupé pour lui répondre. Pendant que ses parents écoutent à travers la porte, la fillette révèle que son seul souhait est de les voir se remettre ensemble. À l'insu de tous, le Père Noël est déjà à l'étage, en train de se détendre dans un fauteuil de massage électrique. Au même moment, un des employés de l'entreprise de restauration pénètre dans la salle de sécurité du complexe où il neutralise le gardien avant de couper le Wi-Fi. Il se trouve qu'une bande de vilains garçons et filles s'est secrètement infiltrée dans la maison en se déguisant en domestiques. Et il est maintenant temps pour eux de voler la Noël. Munis d'armes militaires, les assaillants se lancent à l'assaut de la maison, tuant rapidement tous ceux qui ne sont pas avec eux. En entendant les coups de feu, l'équipe de sécurité privée de Gertrude se précipite dans la panic room. Mais le chef des assaillants, dont le nom de code est Monsieur Scrooge, l'y attend déjà. Après avoir tué les 2 derniers gardes, il ordonne à ses hommes de prendre le reste de la famille en otage. Et leur propre cauchemar de Noël vient officiellement de commencer. Ok, cette famille doit être sur la liste des méchants parce que c'est le pire cadeau de Noël qui soit. Ils viennent d'être pris en otage par une escouade de fous furieux lourdement armés qui veulent du sang. Et maintenant, il n'y a plus aucun moyen d'être sûr que l'un d'entre eux va réussir à passer la nuit. S'ils veulent vivre assez longtemps pour ouvrir leur cadeau, ils vont devoir commencer à élaborer un plan. Et vite, parce qu'ils sont moins nombreux, moins bien armés et moins habiles que les autres. Alors que peuvent-ils bien faire ? Malheureusement, à l'heure actuelle, la dure réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Survivre à une prise d'otage relève essentiellement de la chance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques éprouvées utilisées par des organisations expérimentées comme les Nations Unies, qui peuvent augmenter considérablement vos chances de survie si elles sont appliquées correctement. Voici ce que ces organisations recommandent. Selon les experts, la meilleure occasion de s'échapper est au moment où les choses commencent à s'emballer. Parce qu'ensuite, une fois que les preneurs d'otages vous auront placé dans un endroit isolé qu'ils contrôlent, vos possibilités de fuite seront beaucoup plus limitées. Bon, j'imagine que quelqu'un a oublié de dire ça à nos agents de sécurité de l'année ici, parce qu'ils ont décidé d'engager un combat au corps à corps avec Scrooge au lieu de l'abattre à vue. Je veux dire sérieusement, il y avait toute une équipe organisée d'attaquants qui prenaient d'assaut la maison avec des armes de type militaire, tuant tout ce qui bougeait. Et la situation était devenue si grave qu'ils faisaient une course de la dernière chance vers la panic room. Mais quand ils y sont arrivés et qu'ils ont vu un type armé d'une matraque, ils ont décidé que la meilleure chose à faire était de s'en prendre à lui un par un, alors qu'ils avaient toutes les raisons de le descendre sur le champ. Si ces crétins avaient fait leur unique boulot correctement, la situation aurait pu se dérouler très différemment. Et si la famille s'en sort vivante, ma première suggestion serait d'engager une meilleure sécurité.
Maintenant qu'ils ont été officiellement pris en otage et qu'il est trop tard pour s'échapper, leur seul choix est de jouer le jeu. Du moins, jusqu'à ce qu'une autre occasion se présente. Dans une prise d'otage, la première chose à faire est d'essayer d'identifier ce que veulent les criminels. Un groupe organisé comme celui-ci a manifestement un objectif en tête. Et si vous parvenez à le déterminer, vous disposerez d'une base de travail pour la suite. Il existe différents types de preneurs d'otages, mais d'après les circonstances de cette attaque et ce que nous savons de la famille, on peut supposer qu'ils sont très probablement intéressés par un gain financier. Par exemple, en les volant ou en demandant une rançon. Ou peut-être qu'ils cherchent à se venger de quelque chose que Gertrude aurait fait dans le passé. Il est également important de noter qu'ils utilisent une stratégie de type barricade, quand les preneurs d'otages retiennent leurs victimes dans un bâtiment et leur proposent d'épargner leur vie en échange de la satisfaction de leurs exigences. C'est assez grave, parce que plus la situation se prolonge, plus il y a de chances qu'elle dégénère et que quelqu'un soit blessé, surtout quand la police arrive et commence à procéder à l'extraction. Selon les experts, les 45 premières minutes d'une prise d'otage sont les plus dangereuses, parce que tout le monde est sur les nerfs. Pour l'instant, la meilleure chose que chacun d'entre eux puisse faire est de rester calme et d'essayer de faire en sorte que les autres otages le soient aussi. Après tout, plus les autres resteront en vie, plus vous aurez de boucliers de viande si les choses commencent à se gâter. Pour augmenter leurs chances de survie, Jason et sa famille devraient suivre toutes les instructions qui leur seront données et faire de leur mieux pour éviter de paraître menaçants de quelque manière que ce soit. Ça veut dire pas de contact visuel ni de posture agressive, parce que le moindre acte de résistance pourrait entraîner la mort de l'un d'entre eux pour faire un exemple. En ce qui concerne les questions, ils devront répondre de manière brève et précise, et ne jamais tenter de faire de suggestions. Une autre chose qu'ils devraient faire, c'est tenter de s'humaniser en faisant des références subtiles à leur famille, par exemple. Ça ne plaira peut-être pas à Scrooge, mais il y a une chance que ça fasse réfléchir certains de ses complices. Et les monter les uns contre les autres, même un tout petit peu, ne peut être qu'une bonne chose pour vous ici. En gardant votre sang-froid en dépit des circonstances, ils commenceront peut-être à vous respecter, ce qui contribuera à faire de vous une personne à leurs yeux, plutôt qu'une simple cible. Maintenant que les choses commencent à se calmer, ils doivent être attentifs au comportement et aux traits de caractère de leurs ravisseurs et rester à l'affût de tout maillon faible qui pourrait leur donner l'occasion de se défendre ou de s'échapper. Ils ne doivent pas brûler les étapes, mais comme il n'y a aucune garantie que ces types les laisseront en vie à la fin, choisir le bon moment pour s'enfuir pourrait finir par valoir la peine de prendre le risque. Une chose qui est évidente, c'est que les attaquants sont surtout là pour Gertrude, ce qui veut dire que les autres ne sont pas indispensables. En gardant ça à l'esprit, je ferai profil bas et je la laisserai prendre les choses en main, l'utilisant essentiellement comme bouclier de viande, tout en attirant le moins possible l'attention sur moi. Enfin, il y a une dernière idée que j'aimerais essayer si l'occasion se présente. Scrooge a coupé le Wi-Fi et les lignes téléphoniques, les privant de connexion internet ou de réseau cellulaire, mais il y a toujours une chance qu'ils puissent appeler à l'aide. Étant donné qu'ils sont incroyablement riches, il est possible qu'au moins l'un d'entre eux possède le dernier iPhone. Une fonction récemment ajoutée à la plateforme est la possibilité de contacter les services d'urgence par satellite, même quand on est complètement hors réseau. Tout ça résume à peu près les options dont dispose la famille pour l'instant. Mais il y a encore une troisième entité qui entre en jeu, à savoir le Père Noël en personne. Si c'était moi, je remonterais tout de suite dans la cheminée et je partirais avant qu'il ne soit trop tard. Mais heureusement pour nos petits amis, le Père Noël est sur le point de venir à la rescousse. Lorsqu'il entend tout ce raffut, le Père Noël prend son sac et essaie de remonter par la cheminée. Mais pour une raison inconnue, sa magie de Noël ne semble pas fonctionner. La fenêtre étant trop haute pour qu'il puisse sauter, il n'a d'autre choix que de se cacher derrière le sapin, tandis qu'un des assaillants lourdement armés entre dans la pièce. L'homme le repère rapidement et commence à le frapper avec la crosse de son fusil. Mais c'est alors que le Père Noël décide qu'il en a assez de jouer les gentils. Il attrape l'arme, donne un coup de tête à l'homme et le fait tomber au sol, ce qui provoque une rafale de tirs automatiques qui effraie les rennes et ne laisse plus aucun moyen de s'enfuir au Père Noël. Les deux hommes continuent d'échanger des coups et de se jeter l'un sur l'autre dans la pièce jusqu'à ce que l'agresseur prenne finalement le dessus, étranglant le Père Noël avec une guirlande de lumière de Noël. Au moment où Papa Noël semble être condamné, il saisit un objet pointu et poignarde l'homme dans la jambe, ce qui l'étourdit, avant de le pousser par la fenêtre. Toujours pris dans les lumières, le Père Noël passe lui aussi par la fenêtre et s'écrase au sol plusieurs étages en contrebas. Blessé, mais toujours en vie. L'homme armé, quant à lui, n'a pas eu la même chance. Il s'est empalé sur une décoration acérée lors de sa chute. Ok, je suppose que ce type a fait le vœu de recevoir une bonne raclée pour Noël, et que le Père Noël l'a exaucé.
Le Père Noël semble pouvoir se défendre par lui-même. Mais si c'était moi, j'en profiterais pour m'emparer de l'arme du mort, même si ce n'est que l'arme de poing qu'il a à la jambe. Comme ça, j'aurai plus de chances de me défendre si jamais je tombe sur d'autres mercenaires. Même avec le pistolet, ils seront toujours 8 fois plus nombreux que lui. Donc au lieu de tenter de riposter, je chercherai plutôt un moyen de m'enfuir. Les invités et les preneurs d'otages ont dû se rendre à la maison en utilisant des véhicules. Je chercherai donc ce qui se trouve dans la cour ou garé sur la route, et je prierai pour que quelqu'un y ait laissé les clés pour que je puisse me tirer de là avant que les autres ne s'en aperçoivent. Maintenant, le Père Noël n'a aucune raison de mettre sa vie en danger pour sauver une bande de méchants adultes. Mais tout ça va changer quand il réalisera qui d'autre ils ont pris en otage. Alors qu'il s'apprête à se faufiler dans une forêt, le Père Noël aperçoit Monsieur Scrooge et ses petits camarades qui retiennent la famille dans leur salon. En d'autres circonstances, il serait plus que ravi de laisser ces adultes cupides se débrouiller tout seuls. Mais quand il voit qu'ils retiennent aussi Trudy, il réalise qu'il ne peut tout simplement pas laisser une enfant innocente derrière lui. À l'intérieur, Gertrude leur annonce que les retenir pour une rançon ne va pas marcher. Elle a sa propre équipe de tueurs qui ne fait pas de prisonniers et qui est déjà en route. Mais Scrooge sait déjà tout ça, et il n'est pas le moins du monde inquiet. Il sait aussi qu'elle a caché 300 millions de dollars en liquide dans son coffre-fort en bas, que le gouvernement américain lui a secrètement donné pour financer des organisations criminelles au Moyen-Orient. Au lieu de le faire, elle l'a volé pour elle-même. Et maintenant, ils sont là pour lui voler le butin à leur tour. Pendant qu'il essaie de pénétrer dans la chambre forte, il apprend qu'un de leurs hommes vient d'être retrouvé mort à l'extérieur. Scrooge sait qu'il était trop bien entraîné pour qu'il s'agisse d'un simple accident, ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose. Il y a un agent véreux quelque part dans la propriété. Mais il ne se doute pas que le tueur est le Père Noël en personne. Pendant ce temps, le Père Noël retourne dans la maison où il rencontre un autre des hommes de main qu'il recherche. Il fouille dans son sac à la recherche d'une arme et en sort une poupée qu'il utilise pour tendre une embuscade à l'homme par derrière, ce qui lui fait lâcher son arme. Le combat est officiellement engagé et le Père Noël ramasse le fusil pendant que l'homme se relève. Mais il ne parvient pas à désactiver la sécurité. L'attaquant réduit la distance, fait tomber l'arme des mains du Père Noël et le balance sur la table de billard. Mais ça, c'était sa plus grosse erreur. Alors qu'il se rapproche, le Père Noël remplit rapidement une chaussette avec une poignée de boules de billard et l'utilise pour frapper l'homme au visage. Le combat se poursuit, chacun utilisant les armes à sa disposition pour dominer l'autre, jusqu'à ce que l'agresseur prenne le dessus sur le Père Noël et parvienne à le poignarder avec un couteau. À la dernière seconde, le Père Noël saisit une étoile qui orne le sommet des sapins de Noël et il la lance directement dans l'œil de l'homme. Furieux, le gars se dirige vers lui en titubant, prêt à en finir. Mais le Père Noël recule et branche la guirlande lumineuse, ce qui a pour effet de l'électrocuter sur place et de lui mettre le feu à la tête. Ok, c'est une fin électrisante. Le Père Noël a mis à terre 2 de ses crétins à lui tout seul, et il réduit lentement mais sûrement leur rang l'un après l'autre. Il résiste bien, mais la vérité, c'est que ce combat a été très serré, et qu'il devrait ajuster sa stratégie avant que la chance ne tourne. Le Père Noël n'est pas un homme ordinaire après tout. Il a accès à des pouvoirs magiques et doit commencer à les utiliser à son avantage. Par exemple, son sac semble agir comme une sorte de portail vers une dimension de stockage infini d'où il extrait ses jouets. Que se passerait-il s'il le retournait et le plaçait au-dessus de la tête de quelqu'un? La personne disparaîtrait-elle dans le vide? Parce que si c'est le cas, se faufiler par derrière et les frapper avec une attaque surprise de sac pourrait être un moyen rapide de mettre fin au combat. Et qu'en est-il des elfes? Il est censé avoir une petite armée de ces joyeux petits bricoleurs qui assemblent des jouets à l'atelier. Alors pourquoi ne pas les appeler en renfort pour égaliser les chances? À défaut, maintenant qu'il sait comment enlever la sécurité, il devrait définitivement récupérer l'arme d'un des morts pour en faire usage lors du prochain combat. La magie de Noël, c'est bien beau, mais un M4 bien chargé peut aussi être très efficace. Alors ce serait une erreur de ne pas profiter de tout ce qui est à sa disposition. Quant à la famille, elle devrait profiter de l'occasion qui se présente pendant que Scrooge et ses hommes de main enquêtent sur ce qui est arrivé à leur ami pour s'attaquer aux 2 types qui les gardent encore, étant donné que c'est la meilleure chance qu'ils ont eue depuis le début de l'attaque de pouvoir s'enfuir. Ils ne peuvent pas simplement foncer parce que ces types sont assez intelligents pour garder leur distance et tireront probablement avant qu'ils ne parviennent à combler l'écart. Leur seule option est donc de trouver un moyen d'effectuer une attaque discrète et bien exécutée. Je commencerai par demander à aller aux toilettes ou quelque chose du genre pour faire bouger les preneurs d'otages, ce qui devrait leur permettre de sauter sur l'un d'entre eux.
Avec un peu de chance, il pourrait même avoir reçu l'ordre de ne pas tuer tout de suite les membres de la famille et hésiter à tirer. Au moins pour le moment, mais il n'y a aucune garantie. Tout ce qu'ils feront sera risqué, mais il vaut mieux essayer maintenant pendant qu'ils ont l'avantage du nombre, plutôt que d'attendre que Scrooge et sa bande se regroupent et commencent à être encore plus énervés. Malheureusement, ils ne vont pas s'en aller de sitôt. Mais il est toujours utile d'avoir Papa Noël de son côté. L'attaquant étant à terre, le Père Noël saisit sa radio et tente de passer sur le canal d'urgence. Mais au lieu de la police, il finit par entrer en contact avec Trudy. Elle lui explique qu'elle est à l'étage avec le reste des otages et il lui promet de faire tout ce qu'il faudra pour la sauver, elle et sa famille. Il vérifie sa liste de méchants et constate qu'il en reste encore 6 à éliminer. En parlant de méchants, Scrooge repère enfin le Père Noël sur les caméras de sécurité et met ses hommes en état d'alerte. Après les avoir entendus à la radio, le Père Noël intervient et leur donne une dernière chance de laisser partir la famille. Mais Scrooge n'abandonnera pas si facilement, ce qui veut dire qu'ils vont devoir régler les choses à l'ancienne. Maintenant qu'il a la preuve qu'il y a un Père Noël dévoyé dans les parages, Scrooge retourne voir la famille et commence à exiger de savoir qui est vraiment ce type. Et comme personne ne peut lui répondre, il décide d'utiliser un des précieux casse-noisettes de Gertrude pour les faire parler. La sœur la plus généreuse du monde jette immédiatement Jason en pâture, en disant que les tueurs devraient commencer par lui, puisqu'il est le préféré de leur mère. Une idée qui plaît beaucoup à Scrooge. Sans hésiter, cette femme saisit un de ses doigts et le coince dans la bouche de la figurine, le tordant jusqu'à ce qu'il se fracture dans 2 directions différentes. Les autres sont horrifiés, mais Scrooge n'en a pas fini. Il attrape un casse-noisette encore plus grand et menace de l'utiliser sur Jason de la façon dont son nom le suggère. Mais cette fois, Trudy se lève et avoue qu'elle a parlé au Père Noël toute la soirée et qu'il va venir pour tous les tuer. Plutôt que d'y voir une menace, Scrooge y voit une opportunité et il décide d'utiliser Trudy comme appât pour faire sortir le Père Noël de sa cachette. Ça oblige Jason à dire enfin la dure vérité à sa petite fille, à savoir que le Père Noël n'existe pas, dans l'espoir de faire changer Trudy d'avis. Mais la petite fille est tellement bouleversée qu'elle s'enfuit en courant et réussit à se cacher quelque part dans la maison. Ok, on dirait qu'on a découvert qui est le vrai méchant de cette histoire, et c'est notre grand-mère blanchisseuse d'argent. Je pense que maintenant on sait tous que cette prise d'otage est en fait de sa faute. Et donc, je pense qu'on peut dire que Dame Gertrude, vous avez merdé. Honnêtement, ça ne m'étonne pas de la part d'une personne qui est si cupide qu'elle fait travailler ses employés à Noël, alors qu'elle aurait très bien pu utiliser sa fortune pour emmener toute la famille en voyage dans un endroit agréable et donner du temps libre à sa pauvre équipe. Ce pauvre Hal, l'agent de sécurité, voulait seulement avoir un congé pour passer le réveillon avec sa famille. Mais tout ce qu'il a eu, c'est une balle dans la tête parce que la vieille Gertrude était occupée à faire des affaires louches en parallèle de ses autres activités. Nous parlons d'une femme qui est tellement parano qu'elle a une équipe de tueurs toujours prête à intervenir en cas d'urgence, mais qui d'un autre côté n'a qu'un seul garde à l'entrée et ne vérifie même pas si son traiteur ne serait pas un kidnappeur sous couverture. Je veux dire, réfléchissez, madame! Et pour couronner le tout, elle a invité ses petits-enfants pour le réveillon de Noël alors qu'elle avait 300 millions de dollars de liquidités détournées dans son sous-sol, qu'elle a volé à la CIA, qui est probablement l'organisation la plus dangereuse au monde à laquelle on puisse dérober de l'argent. Cette mamie boomer inconsciente a mis toute sa famille en danger. Le doigt de son fils préféré a failli être arraché, et maintenant, sa petite fille est non seulement poursuivie dans la maison par des tueurs lourdement armés, mais en plus, ses futurs Noëls sont à jamais ruinés. Tout ça parce que Gertrude n'a pas pu résister à l'envie d'ajouter de l'oseille à sa richesse déjà incommensurable. Quand votre cupidité insatiable transforme un paisible réveillon de Noël en une violente prise d'otage où toute votre famille risque d'être tuée, je pense qu'on peut dire que Gertrude, vous avez merdé. Le Père Noël, blessé, entre en titubant dans une pièce inoccupée et commence à se rafistoler à l'aide du matériel d'emballage des cadeaux. Il réussit à se soigner, mais dès qu'il se relève, il bascule et s'effondre sur le sol sous l'effet de la douleur. Alors qu'il est inconscient, le Père Noël commence à se remémorer sa vie passée de guerrier viking, jusqu'à ce qu'une voix à la radio le réveille tout à coup. C'est Trudy, et elle a réussi à se réfugier dans le grenier pour le moment. Elle souhaite l'aider en installant des pièges, façon « Maman, j'ai raté l'avion ». Mais d'abord, elle a besoin de réponses à propos de ce que son père a dit sur le fait qu'il n'était pas réel. Pour le prouver, il commence à évoquer les cadeaux de Noël de son passé et les lettres qu'elle lui a envoyées au fil des ans, ce qui a pour effet de la faire croire en lui à nouveau.
C'est un moment touchant. Mais il n'y a pas de temps à perdre parce que Papa Noël a encore une demi-douzaine de méchants à rayer de la liste des vilains. Optant pour la guerre psychologique, ce sbire ordonne à la famille de commencer à ouvrir ses cadeaux une nuit plus tôt que prévu, puisque certains d'entre eux risquent de ne pas vivre jusqu'au matin de Noël. Gertrude ouvre les siens en premier, bien sûr. Et après que les cadeaux de Morgan et d'Alva ne l'aient pas impressionné, elle décide que Jason devrait être le suivant. Nerveusement, il commence à essayer de mentir en disant qu'il l'a laissé dans la voiture. Mais Bert, ici présent, fait immédiatement capoter son idée en s'emparant du cadeau qui se trouvait derrière le sapin. Tout ce que Jason peut faire, c'est regarder la femme ouvrir le cadeau et lire la carte qui se trouve à l'intérieur. Il ne voulait pas qu'elle lise cette carte avant l'heure, mais au lieu de réagir, elle reste calme et décide de garder le secret pour eux pour l'instant. Mais Jason n'est pas le seul à avoir un secret. Alors qu'il se repose en vue de la prochaine confrontation, le Père Noël avoue que dans une vie antérieure, il s'appelait Nicomande le Rouge, un chef de guerre viking qui tuait sans pitié tous ceux qui osaient s'opposer à lui à l'aide de son fidèle marteau Skullcrusher. Le Père Noël espérait avoir laissé derrière lui ces jours sombres de pillage et de carnage, mais juste au moment où il pensait en être sorti, voilà que le vieux Scrooge l'y a ramené. Sauf que cette fois, il a la chance d'utiliser ses pouvoirs pour une violence pour le bien au lieu du mal. Malgré son passé douteux, Trudy lui dit qu'elle croit toujours en lui. Et ça donne au Père Noël un peu de l'esprit de Noël qu'il lui faudra pour mener à bien ce combat. Ok, c'est un développement intéressant. Le fait de savoir que le Père Noël était autrefois un seigneur de guerre nordique aide à expliquer d'où lui viennent ses compétences en combat à main nue. Mais il est toujours en infériorité numérique d'environ 7 contre 1, et il ne le réalise peut-être pas encore, mais les choses sont sur le point de s'aggraver. Il doit utiliser l'élément de surprise à son avantage s'il veut avoir une chance, et le fait de pouvoir communiquer avec Trudy lui offre une opportunité intéressante. Elle a mentionné l'utilisation de pièges pour éliminer les tueurs, comme les dispositifs de défense dans la maison de vacances de Kevin McAllister en personne. Et c'est une excellente idée. Mais il y a une autre façon pour elle d'aider au combat s'ils sont prêts à l'essayer. Bon, c'est risqué, mais Trudy pourrait servir d'appât pour attirer les assaillants dans une attaque surprise du Père Noël, s'ils se coordonnent bien ensemble par le biais de leur canal secret. Elle pourrait attirer l'attention d'un des mercenaires et s'enfuir ensuite dans une autre partie de la maison où le Père Noël les attendrait pour les affronter un par un. Bien sûr, il y a toujours une chance que ça se retourne contre elle et qu'il l'attrape. Mais comme il ne cherche qu'à la trouver et pas encore à la tuer, elle s'en sortira probablement si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Entre-temps, le Père Noël va devoir trouver des armes. La pièce dans laquelle il se cache est pleine de cadeaux. Alors j'essaierai de les ouvrir. Et peut-être qu'il trouvera quelque chose d'utile, comme des couteaux de cuisine ou une batte de baseball à l'intérieur. Même un tisonnier de la cheminée, des ciseaux pour couper le papier d'emballage, une tringle à rideau ou une lampe pourraient faire l'affaire. Il pourrait aussi continuer à fouiller dans son sac jusqu'à ce qu'il y trouve une arme. Il doit pouvoir vérifier son inventaire pour trouver des objets spécifiques qu'il pourrait utiliser, comme le Beep Boy dans Fallout. Ou s'il n'a vraiment aucune idée de ce qu'il y a dans son sac et que tout est déterminé par la magie de Noël, alors faisons confiance à la magie pour lui fournir quelque chose d'utile. Dans l'ensemble, le Père Noël s'est bien battu jusqu'à présent, et cette famille pourrait bien survivre à la nuit grâce à lui. Mais si vous pensiez que les chances étaient déjà bien minces jusqu'à présent, attendez de voir ce qui va se passer par la suite. Dans le couloir, le Père Noël se faufile discrètement derrière une des sbires de Scrooge, mais au moment où il s'apprête à l'éliminer avec des guirlandes, il dévoile accidentellement ses intentions, attirant l'attention de Scrooge et l'obligeant à se retirer dans le petit salon. Il parvient à s'enfermer juste à temps, mais Scrooge arrive avec un extincteur qu'il jette au pied de la porte et tire avec son pistolet, provoquant une explosion qui catapulte le Père Noël à l'autre bout de la pièce. À son réveil, Scrooge et ses sbires l'ont déjà pris en otage. Il fouille dans son sac à la recherche d'une pièce d'identité, mais il ne trouve que d'innombrables jouets destinés aux gentils garçons et filles du monde entier. Furieux, Scrooge prend le sac et le jette dans la cheminée, expliquant qu'il a toujours détesté les fêtes, après avoir accidentellement tué un voisin d'enfance en cambriolant leur maison la nuit de Noël. Les autres sont choqués d'apprendre que ce Père Noël connaît leur nom et tous les cadeaux qu'ils ont demandés lorsqu'ils étaient enfants. Ils commencent à croire qu'il pourrait bien être le vrai Papa Noël, mais Scrooge n'y croit toujours pas, jusqu'à ce qu'il se mette à neiger à l'intérieur, au moment même où il allait exécuter le Père Noël. Un miracle de Noël ? Non, c'est Trudy qui déverse des boîtes pleines de polystyrène dans les bouches d'aération.
Heureusement, la distraction fonctionne assez longtemps pour que le Père Noël puisse toucher son nez, et il est projeté à travers la cheminée pour atterrir en toute sécurité sur le toit. Les criminels ont du mal à croire ce qu'ils viennent de voir, mais Scrooge leur dit de se ressaisir. Après tout, vrai Père Noël ou pas, ils ont encore un casse à terminer. Dans le salon, les otages entendent l'équipe de tueurs qui arrive enfin à l'extérieur en motoneige. Et c'est le moment que choisit Morgan pour s'enfuir. Il se lève de son siège, donne un coup de pied à un des assaillants avant de traverser la pièce en courant et de se jeter la tête la première par la fenêtre. À l'extérieur, il se précipite directement vers les mercenaires, qui l'abattent immédiatement. Il s'avère qu'ils sont également dans le coup. Et tout à coup, les chances de succès du Père Noël apparaissent encore plus minces. Alors que les deux chefs se dirigent vers la maison, deux mercenaires repèrent la présence de Papa Noël sur le toit. Et ils ouvrent immédiatement le feu sur lui à l'aide de leur puissante mitrailleuse. Le Père Noël prend ses jambes à son cou, et il est obligé de sauter dans un banc de neige avant de se mettre à l'abri dans un hangar à proximité. Au sous-sol, Scrooge parvient enfin à pénétrer dans la chambre forte, mais il découvre qu'elle a déjà été vidée. Il est extrêmement frustré de se retrouver dans une impasse après être allé aussi loin. Mais quelqu'un doit forcément savoir où se trouve l'argent. Et il va trouver qui, d'une manière ou d'une autre. Il retourne en trombe dans le salon, prend une arme et ouvre le feu sur leur sapin de Noël. Exigeant de savoir où se trouve le magot, faute de quoi il commencera à exécuter des otages. Gertrude affirme qu'il est toujours dans le coffre-fort, pensant qu'il n'a pas encore réussi à l'ouvrir. Mais c'est alors que le groupe de tueurs révèle qu'ils travaillent avec Scrooge depuis le début et qu'ils avaient une clé pour y pénétrer. Apparemment, quelqu'un a déplacé l'argent et il va tirer au hasard à moins que la personne en question se manifeste rapidement. Dans un éclair de génie, Bert fait remarquer que Scrooge ne peut pas les éliminer au hasard, parce qu'il risquerait de tuer accidentellement la seule personne qui sache la vérité. C'est un bon argument, mais Scrooge n'est pas encore à court d'idées. Au lieu de le faire, il se tourne vers Linda, sachant pertinemment que Gertrude ne ferait jamais confiance à une personne qui n'est pas liée par le sang pour accéder à l'argent. Et il l'utilise comme monnaie d'échange pour amener les autres à se confesser. Avec la vie de sa femme en jeu, Jason est finalement forcé d'admettre la vérité. C'est lui qui a volé le pognon, et il prévoyait de s'enfuir avec l'argent et sa famille le lendemain matin avant que Gertrude ne s'en aperçoive, lui laissant une carte de Noël qui révélerait toute l'affaire comme son dernier adieu. Ok, les choses semblent mal engagées pour Jason maintenant qu'il a officiellement dévoilé son jeu. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça lui offre une grande opportunité. Si c'était moi, je dirais aux criminels que je ne suis prête à les aider à trouver l'argent que s'ils laissent Linda et Trudy partir en premier. Comme Jason est maintenant le seul à savoir où est cachée sa fortune, ils ne prendront probablement pas le risque de tuer sa famille et de l'obliger à se renfermer sur lui-même. Il n'y a aucune garantie que ça marche, mais c'est la meilleure opportunité de négociation qu'il ait eue de toute la soirée. Alors ça vaut vraiment le coup d'essayer. Une fois qu'il les aura convaincus de laisser Linda et Trudy partir en toute sécurité, il devra faire en sorte que les criminels aient le plus de mal possible à trouver ce qu'ils recherchent. Peu importe le nombre de ruses qu'il utilisera, tant que Jason les persuadera qu'il est vraiment le seul à savoir où se trouve l'argent, ils ne prendront pas le risque de le tuer. Et il pourra gagner du temps en attendant que la cavalerie arrive ou que le Père Noël les achève tous. Pendant ce temps, le Père Noël appelle Trudy et lui dit qu'il ne pense pas qu'il va s'en sortir. Toute une équipe de commandos lourdement armés se trouve à l'extérieur et s'apprête à l'allumer comme un sapin de Noël. Il regarde son alliance et avoue en pleurant que s'il n'avait qu'un seul souhait à formuler, ce serait celui de revoir Madame Noël une dernière fois. À ce moment-là, il laisse accidentellement tomber l'anneau et il roule sur le sol jusqu'à ce qu'il s'arrête sous une grosse masse rouge. Tout à coup, le Père Noël comprend ce qu'il lui reste à faire. Quand les mercenaires entrent par effraction, l'homme au costume rouge est introuvable. Tapi dans l'ombre, il commence à les éliminer un par un à coups de marteau. Malgré leur équipement de pointe, ces hommes de main ne sont pas de taille face au Père Noël. Et comme son pouvoir grandit grâce à l'effusion de sang, il est capable d'éliminer des groupes entiers d'un seul coup. Certains gars se font même planter avec un sucre d'orge que le Père Noël a aiguisé en pointe tout en martelant leurs camarades à coups de masse. Ils tombent les uns après les autres comme des mouches. Et à ce moment-là, le Père Noël trouve une paire de patins à glace tranchants comme des rasoirs. Il les met sur ses mains et utilise les lames pour déchirer les troupes comme s'il ouvrait des cadeaux le matin de Noël. Après avoir complètement décapité un mercenaire malchanceux, il met une souffleuse à neige en marche,
en attrape 3 autres au lasso avec une corde et les entraîne dans les lames rotatives jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après avoir massacré toute l'équipe de tueurs, il sort triomphalement du hangar où le dernier homme debout l'aperçoit et s'enfuit immédiatement pour sauver sa vie. Il aurait pu essayer de se rendre, mais personne ne disparaît aussi facilement de la liste des méchants. Et le Père Noël lui lance le marteau dans le dos, ce qui le fait tomber à plat sur le sol. L'homme qui cherche désespérément à prendre la fuite lance une grenade au moment où le Père Noël s'approche de lui. Mais ce dernier attrape la bombe et la fourre dans la veste de l'homme avant de s'éloigner en toute décontraction au moment où la grenade explose violemment. C'est un miracle de Noël. Il vient d'affronter une vingtaine de tueurs professionnels et a survécu un jour de plus. La plupart des tueurs sont officiellement hors d'état de nuire, mais il reste Scrooge et ses hommes à affronter. À l'intérieur, 2 des sous-fifres commencent à se rapprocher de Trudy, mais elle s'est préparée et leur réserve quelques surprises. Ce type croit voir les pièges, mais il ne remarque pas qu'elle a affaibli un des barreaux de l'échelle, ce qui le fait glisser et tomber sur un clou qui lui transperce le bas de la mâchoire. Sa partenaire monte à son tour, mais cette fois, Trudy lâche une volée de boules de bowling, ce qui a pour effet de faire retomber l'homme jusqu'en bas et de le faire basculer à la renverse sur un tapis rempli d'encore plus de clous. Quand il parvient enfin à se relever, il retire un des clous de sa fesse et le tient à hauteur de son œil. Mais la dernière boule de bowling arrive et lui enfonce le clou dans le crâne, le tuant sur le coup. Dans le grenier, sa partenaire ne fait pas beaucoup mieux. Elle pense éviter les pièges de Trudy, mais finit par marcher en plein dans une énorme flaque de colle. Et elle se retrouve ainsi coincée sur place. Alors qu'elle est immobilisée, Trudy s'élance et fait tomber la femme dans la flaque, ce qui l'oblige à s'arracher une partie de son cuir chevelu pour pouvoir se libérer. Le combat ne s'arrête pas là, parce qu'après avoir marché sur les éclats de verre d'une guirlande de Noël, elle tourne à une embouchure et se prend un coup d'haltère en plein visage, qui manque de la faire tomber dans les vapes. Malheureusement, la femme est toujours debout. Et Trudy est officiellement à court d'astuces. Au moment où elle semble sur le point de la tuer, le Père Noël arrive et frappe la femme à travers le grenier d'un coup de masse dans la poitrine. Ils se serrent dans les bras l'un de l'autre, mais se rendent vite compte que leur assaillante est toujours en vie et qu'elle est sur le point d'attraper son arme. Le Père Noël dit alors calmement à la fillette de fermer les yeux avant de lever sa masse et de finir le boulot. Ok, ça c'était du lourd. Maintenant que le Père Noël a trouvé Trudy, sa première priorité devrait être de la sortir de là. Il pourrait retourner à la cabane et voler une motoneige aux mercenaires morts pour la mettre en sécurité, puis revenir à la maison ou envoyer de l'aide extérieure pour sauver les parents de Trudy. Toutefois, si la fuite n'est pas envisageable pour le moment, il devrait au moins la mettre en lieu sûr avant de poursuivre le combat. Après tout, sauver Trudy a toujours été la priorité, et il doit être prêt à laisser les adultes se débrouiller seuls si nécessaire. À l'extérieur, Jason conduit Scrooge et ses hommes jusqu'à l'argent, révélant qu'il est caché sous les bottes de foin de la crèche extérieure de sa mère. L'argent enfin mis en sûreté, Scrooge ordonne à ses sous-fifres d'éliminer le reste des otages et de se préparer à partir. Ce type leur ordonne de se lever, mais il est complètement déstabilisé quand ils commencent tous à se disputer pour savoir qui ils devraient abattre en premier. Au milieu du chaos, Alva jette son gobelet d'alcool dans la cheminée derrière lui, ce qui provoque une explosion de flammes qui le fait trébucher en avant. En un instant, il plaque l'homme au sol et commence à le frapper avec des outils provenant de la cheminée, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. C'est une victoire surprenante, mais alors qu'ils se réjouissent d'avoir fait quelque chose en famille, l'homme se relève, ce qui oblige Alva à le poignarder dans le cou avec un tisonnier, le tuant ainsi pour de bon cette fois. Juste à ce moment-là, le Père Noël arrive avec Trudy et les autres n'en croient pas leurs yeux. Il leur dit qu'ils devraient tous partir d'ici, mais Linda dit qu'ils doivent encore sauver Jason et Gertrude. Le Père Noël lui donne donc une arme et ils se préparent tous les deux à affronter Monsieur Scrooge. Ok, la situation s'améliore de seconde en seconde, mais ils ont encore un long chemin à parcourir avant d'être en lieu sûr. Puisque Linda sait se servir d'une arme à feu, elle devrait rapidement montrer aux autres comment s'en servir. De cette façon, ils pourront tous participer au combat au lieu de se contenter d'elle et du Père Noël. Ils ont déjà beaucoup de munitions et pourraient trouver d'autres armes formidables sur les 2 larbins morts qui se trouvent dans le grenier ou sur les mercenaires morts qui sont dans la remise. Ensuite, Papa Noël, Linda, Alva et Berthe pourraient tous travailler ensemble pour monter une embuscade et éliminer le reste des criminels en profitant de l'effet de surprise. Linda ouvre le feu sur les malfrats depuis les marches de l'entrée, mais elle est obligée de se mettre à l'abri quand ils commencent à riposter. Pendant qu'ils sont distraits,
Le Père Noël se rapproche et commence à les attaquer par le côté. Comprenant qu'ils sont en difficulté, Scrooge et le chef de l'équipe des tueurs capturent Gertrude et s'enfoncent dans les bois sur leur motoneige, tandis que le Père Noël s'empare rapidement d'une luge et s'enfuit à leur suite. Jason et Linda commencent enfin à se rapprocher après leur victoire, mais ils doivent aussi se battre quand un des mercenaires blessés se relève et s'en prend à eux. Malgré une supériorité numérique de 2 contre 1, l'homme parvient à les maîtriser tous les deux. Et il est sur le point de tuer Linda quand à la dernière seconde, elle saisit un glaçon suspendu et le poignarde dans le cou. Trudy arrive et assiste de loin au baiser de ses parents. Et il semble bien que son vœu de Noël se soit enfin réalisé. De son côté, le Père Noël se retrouve sur une crête, surplombant les mercenaires en fuite. Et il s'élance sur sa luge, effectuant un saut qu'il envoie dans le dernier gars et lui donne l'occasion de s'emparer de son engin motorisé. Dans le chaos, le gars transportant Gertrude la jette de bord et le chef du groupe de tueurs se crache. Mais le Père Noël continue de poursuivre Scrooge, déterminé à lui donner ce qu'il mérite. Il ne tarde pas à repérer Scrooge au milieu de la piste, cherchant à l'attirer dans un piège pourtant évident. Aveuglé par la rage, le Père Noël fonce droit sur lui. Mais Scrooge s'écarte au dernier moment et il percute une souche d'arbre à sa place, ce qui les envoie lui et la motoneige dans un vieux hangar abandonné. Après avoir vidé les chargeurs de ses 2 armes sans faire mouche une seule fois, Scrooge se rapproche pour évaluer les dégâts. Il découvre la liste des méchants du Père Noël sur le sol, et quand il la ramasse, il y voit son vrai nom, ainsi que toutes les raisons pour lesquelles il a été un mauvais petit garçon. C'est la preuve indiscutable qu'il s'agit du vrai Père Noël. Mais au lieu d'en rester là, Scrooge décide que c'est l'occasion de tuer Papa Noël et de mettre un terme définitif à la fête qui lui déplaît le plus. Ok, c'est l'heure de l'affrontement final. Le Père Noël est tombé dans ce piège évident et maintenant il va devoir se battre au corps à corps avec Scrooge. Oh, ça va être un combat difficile. Et si c'était moi, j'essaierais d'utiliser la haine de Scrooge envers Noël contre lui, en lui parlant de tous les jouets extraordinaires qu'il aurait pu avoir quand il était enfant, s'il avait été un gentil, au lieu d'être un vilain. Le Père Noël pourrait l'énerver suffisamment pour qu'il commette une erreur et que ça lui donne l'occasion de lui asséner le coup de grâce. Rien ne garantit que ça fonctionnera, mais quand on se bat contre quelqu'un comme Scrooge, qui n'a pas peur de recourir à des coups bas, il faut se servir de toutes les options dont on dispose pour gagner l'avantage. Les 2 hommes s'affrontent, Scrooge utilisant 2 pieux de glace et le Père Noël son fidèle marteau. À un moment donné, les étincelles produites par leur affrontement enflamment une traînée d'essence qui s'échappait de la motoneige, ce qui provoque une énorme explosion et les projette tous les 2 à l'extérieur du hangar. Avec la glace qui recouvre le sol, le Père Noël a du mal à garder l'équilibre, alors que Scrooge se serre des pointes sous ses chaussures pour tenir debout. Malgré tout, le Père Noël mène un combat acharné, et il sort presque victorieux jusqu'au moment où Scrooge utilise de vils stratagèmes pour reprendre l'avantage. Il le pousse en arrière et se sert de son pic de glace pour immobiliser la main du Père Noël contre une cheminée extérieure, le laissant sans possibilité de se défendre. Au moment où tout semble terminé pour le Père Noël, il libère sa main puis saisit Scrooge avant de se toucher le nez. Dans un éclair de magie de Noël, ils sont tous les 2 projetés directement dans la cheminée, entraînant l'explosion de Scrooge dans une pluie de sang et de tripes. Mais ce n'est pas fini, parce que le chef du groupe des tueurs est toujours là. Et au moment où le Père Noël baisse enfin sa garde, l'homme s'approche lentement et lui tire plusieurs balles dans la poitrine. Le Père Noël est mortellement blessé et il s'effondre sur le sol. Mais au dernier moment, Gertrude arrive avec son propre pistolet et elle tire une balle à bout portant en plein dans la tête du chef des tueurs. Les autres accourent et sont horrifiés par ce qu'ils voient. Malgré tous leurs efforts, le Père Noël s'évanouit, apparemment mort. Le cœur brisé, Trudy déclare qu'elle croit toujours en lui et que maintenant tout le monde y croit aussi. Grâce au pouvoir de leur croyance, la magie de Noël permet de ressusciter le Père Noël et de le ramener sur la terre des vivants. Par chance, l'équipe de reines du Père Noël a finalement décidé de revenir elle aussi. Et elle a apporté avec elle son sac de secours, ainsi que son marteau de guerre, et une note émouvante de la part de Madame Noël. Même après une bataille aussi brutale, le Père Noël a encore du pain sur la planche. Après avoir dit au revoir à Trudy en pleurant, ils s'élancent dans le ciel nocturne pour livrer leurs cadeaux à tous les gentils garçons et filles, à nouveau emplis de l'esprit de Noël.
Mais que feriez-vous si vous rendiez visite à votre grand-mère et qu'un groupe de personnes frappait à la porte en disant qu'elle avait 300 millions de dollars dans la cave? Je suis sûre que vous diriez « Non mais t'es sérieuse, mamie ?» Comment réagiriez-vous à une telle prise d'otage? Le jour de Noël qui plus est. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Soyez l'enfant le plus cool de la cour de récré ou l'adulte le plus cool du campus universitaire. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!